Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va se concentrer sur Toronto et surtout on va se concentrer sur une question qui revient très souvent. Où vivre à Toronto. Alors j'espère que vous êtes aussi content que moi de voir cette vidéo enfin sur ma chaîne. Ça m'a pris beaucoup de temps après tous les messages que j'ai reçus à ce sujet. J'espère vraiment que ça va vous aider parce que je sais à quel point c'est important et stressant de devoir choisir l'endroit où on va vivre quand on n'a jamais mis les pieds au Canada, quand on n'a jamais mis les pieds à Toronto. Attention, avant qu'on aille plus loin, je veux bien vous rappeler que les avis peuvent changer, que je n'ai pas vécu dans tous les quartiers dont je vais parler aujourd'hui et que suivant l'expérience, les opinions peuvent changer. Personnellement, j'ai vécu dans 4 quartiers différents. J'ai vécu à Eglinton West Station. Enfin, je dis Eglinton West Station, j'étais à 5 minutes à pied de la station. C'est Little Jamaica. J'ai vécu à King et Bathurst, donc c'est King West. À chaque fois, je suis restée 1 an dans ces appartements-là. Et j'ai passé 4 ans et demi à Yonge et Bloor. Et ça fait presque 1 an et demi maintenant que je suis du côté Saint-Laurence Market, Distillery District. À chaque fois, ça a été une expérience différente parce que c'est des quartiers qui sont vraiment très différents. À chaque fois, j'ai aimé mon expérience dans chacun de ces quartiers-là. Donc voilà, je suis vraiment excitée aujourd'hui de vous partager cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage au quotidien la vie à Toronto en français. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Alors, il y a quelques semaines, je vous ai posté une vidéo sur le coût de la vie à Toronto en 2024. Je vous invite à la regarder si vous voulez avoir une idée des prix des logements à Toronto parce que là, on ne va pas rentrer dans cette partie-là. On va vraiment parler de la recherche et de comment choisir son quartier. Mais c'est une vidéo qui va être assez complémentaire parce que ça va vous aider aussi à voir la différence de prix entre Toronto même et autour de Toronto. Je vous conseille aussi de vous faire aider par un agent immobilier. J'ai un article sur mon blog que je mettrai dans la barre de description où vous retrouverez des recommandations d'agents immobiliers francophones ou anglophones. À savoir en fait que les frais en tant que locataire ici sont à la charge du propriétaire. Donc ce serait vraiment dommage de se priver de cette aide et cette expertise en sachant que ça ne vous coûtera pas plus cher à vous. Ça vous aidera, je pense, d'avoir quelqu'un qui est familier avec le marché de l'immobilier à Toronto, qui connaît la ville, mais qui pourra aussi vous aider au niveau des papiers. C'est ce qu'on a fait pour cet appartement-là. C'était la première fois que je travaillais avec un agent immobilier. Et ça n'empêche pas que vous pouvez faire vos propres recherches, que vous pouvez aussi leur dire que vous avez trouvé cet appartement ou cet appartement-là que vous aimeriez visiter. Mais ça vous permet aussi d'avoir quelqu'un qui va organiser les visites. L'agent immobilier va s'occuper d'arranger les rendez-vous. Il va s'occuper de récupérer les clés, tout ça, puis après de faire les papiers. Ils vont aussi gérer le contact avec le propriétaire. En tout cas, les informations essentielles à retenir, c'est que ça ne vous coûte rien et que ça vous permet d'avoir un expert sur place. Un autre conseil aussi que je voulais vous partager avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que si vous faites des recherches en amont pour sélectionner certains quartiers, je vous encouragerais à prendre un Airbnb dans ce quartier-là quand vous allez arriver. Comme ça va vous permettre de vous imprégner de l'environnement et voir si c'est un quartier qui pourrait vous plaire. On rentre maintenant dans le vif du sujet et la première chose à faire quand vous cherchez votre quartier, c'est de comprendre vos besoins. Discutez des facteurs à prendre en compte lors du choix de votre quartier, en commençant évidemment par le budget, combien vous pouvez vous permettre de payer, combien vous êtes à l'aise de payer, parce que c'est vrai qu'il y a une barrière psychologique à passer suivant d'où on vient. Jamais de la vie, enfin moi je sais que la première année où j'étais là, quand j'entendais des gens qui payaient 1000 $ pour leur logement, je me disais non mais ça va pas, mais jamais de la vie je paierai 1000 $. Mon ancien appartement, avant qu'on emménage ici, je payais 1700 $ toute seule. Parce qu'à un moment donné, en fait, je me suis habituée, malheureusement, enfin, j'ai surtout réalisé ce que c'était la réalité du marché ici et que c'était
impossible au rythme où le logement a augmenté. Je pouvais pas. Mon premier appartement en colocation, je payais 650 $ la chambre. Aujourd'hui, vous trouvez rien à 650 $, même en colocation. Donc c'est pour ça que je vous dis bien qu'il faut commencer par ça, c'est combien vous allez pouvoir vous permettre de mettre par rapport au budget que vous avez, combien vous êtes à l'aise de payer. Évidemment, ça c'est très personnel et chacun a un budget différent, donc je peux pas vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, mais je vous dis juste que c'est par là qu'il va falloir commencer. Après, il va falloir vous poser des questions sur votre mode de vie. Il y a des personnes qui vont préférer un quartier plus tranquille, d'autres qui vont préférer être à proximité des quartiers dynamiques. Ça, encore une fois, ça va être différent pour chaque personne. Les besoins vont changer si vous êtes seul, si vous êtes en couple, si vous êtes en famille. Ça, c'est vraiment des préférences personnelles, mais on a tous en fait des envies différentes et il va falloir les identifier pour pouvoir vous diriger dans la bonne direction. Ensuite, je vous conseille de dresser une liste de vos priorités avant de commencer vos recherches, en gardant en tête que tout ne sera pas possible. Mon conseil, c'est de faire une liste des choses qui sont importantes pour vous en les organisant par non négociables, flexible et cerise sur le gâteau. Alors non seulement ça va vous permettre de rester aligné avec vos objectifs et ce que vous voulez vraiment et ce qui est important pour vous et de ne pas vous retrouver, vous savez des fois on va un peu s'emballer et on va oublier certaines choses parce qu'on est hyper excité par exemple le point A qui est hyper fun, qui est vraiment génial et en fait on se dit ouais mais en fait non le point B, ouais là je le vois pas parce que le point A prend vraiment toute la place mais c'était un non négociable pour moi donc non, en fait, voilà, même si ça c'est très bien, ça c'est pas assez. En fait, c'est toujours une histoire de balance, j'en parle souvent, hein, mais c'est vraiment une histoire de balance en fait entre ce que vous êtes prêt à accepter et ce qui est non négociable. Donc ça, c'est vraiment important. Et la réalité aussi des choses ici, c'est qu'il faut aller très vite. Nous, cet appartement-là, quand on l'a visité le mardi soir, 1 heure après ou 2 heures après, en fait, on a dit qu'on était partant et qu'on voulait poser un dossier. Donc d'avoir déjà cette liste de choses devant vous, ça va vous permettre en fait de prendre des décisions plus rapidement aussi et sans vous éparpiller. Moi je suis la reine de je m'éparpille, je suis distraite dès qu'un papillon passe, donc c'est important et je pense que je ne suis pas la seule d'avoir une liste que vous pouvez suivre. Dans les choses importantes à considérer, il va y avoir le transport. J'ai une vidéo complète là-dessus, je vous mettrai dans la barre description. Surtout le système de transport à Toronto, ça va vous aider à mieux comprendre comment on peut circuler dans la ville. Ensuite, suivant votre situation familiale, vous allez peut-être être intéressé par les écoles. Donc regardez aussi où se trouvent les écoles francophones par exemple, si c'est important pour vous. Est-ce qu'il y en a une dans le quartier qui vous intéresse? Parce que ça évitera à vos enfants d'avoir de longs trajets pour aller à l'école. Ça vous permettra d'être plus réactifs si jamais ils sont malades et qu'il faut aller les chercher. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là à penser parce que le système de transport est complètement différent et ça peut vous prendre vraiment beaucoup de temps de traverser la ville. Donc voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Savoir est-ce qu'il y a des écoles dans le quartier qui nous intéressent. Ensuite, un gros point, et ça a été un point hyper important quand nous on a cherché notre appartement, c'était est-ce qu'il y a des supermarchés autour qui sont accessibles facilement. Parce que vous serez surpris de voir que à Toronto, il y a beaucoup d'endroits en fait où il y a plein de logements, il y a des grands buildings et tout ça, donc il y a beaucoup de gens qui vivent là-bas. Par contre, c'est assez limité au niveau de l'offre de supermarchés autour. Donc oui, vous allez avoir des petites supérettes, ce qu'on appelle des dépanneurs, en français et canadien, ce qu'on appelle en anglais ils appellent ça the convenience store, mais c'est hyper cher, l'offre elle est souvent limitée, donc vous n'aurez pas tous les produits dont vous avez besoin. À savoir que j'en ai déjà parlé dans un vlog il y a 2 semaines, il me semble, c'est que nous, on a plein de supermarchés autour, on n'a pas de problème avec ça, parce qu'on a aussi fait les recherches en fonction de ça. On se fait aussi livrer par Walmart, donc ça, même si on n'en a pas autour de chez nous, on a cette option-là, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable de savoir que si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez aller faire vos courses vous-même et vous n'êtes pas complètement dépendant de soit des transports, soit des livraisons comme ça. Donc ça c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Regardez s'il y a des supermarchés autour de chez vous. J'ai aussi une vidéo d'ailleurs là-dessus sur les supermarchés au Canada, donc je vous la mettrai dans la barre de description, ça vous permettra d'un petit peu mieux comprendre comment ça se passe. Une autre chose aussi à prendre en compte quand vous allez chercher le quartier dans lequel vous voulez vivre à Toronto, c'est est-ce qu'il y a des parcs dans ce quartier-là? En général, il y a quand même pas mal de parcs à Toronto, donc cette partie-là, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Est-ce que vous voulez être près du lac? Moi, c'était quelque chose que je voulais pour ce nouvel appartement, pour cette nouvelle vie ensemble. Parce que si c'est la première vidéo que vous voyez, c'est notre premier appartement ensemble. On a emménagé ici en 2022.
Et pour moi, c'était vraiment la cerise sur le gâteau d'être près du lac. Et là, on est vraiment à côté. Je trouve ça génial de pouvoir aller balader entre deux réunions ou voilà, pour faire une petite pause. J'adore, je suis quelqu'un qui adore l'eau. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment un gros plus. Mais j'ai passé 4 ans et demi à Yonge-et-Blore, qui n'est pas à côté du lac. C'était, on va dire, quelques stations de métro, mais c'était pas l'accès que j'ai aujourd'hui où je peux y aller à pied. Ça, c'était pour moi la cerise sur le gâteau. Est-ce que ça, c'est important pour vous? Voilà. Après, honnêtement, je vais pas vous mentir, vu le marché de l'immobilier à Toronto, faut pas non plus vous fixer sur des choses comme ça. C'est un plus, c'est une cerise sur le gâteau, mais il n'y a pas des logements illimités sur le bord du lac non plus. Donc à un moment donné, on peut pas toujours trouver ça. Mais je voulais quand même vous partager ma façon de penser, comment j'avais choisi cet appartement-là. Gardez aussi en tête que quand on a déménagé ici, j'étais là depuis 8 ans. Donc, je connaissais bien la ville, je connaissais les quartiers qui m'intéressaient, mais j'avais aussi un crédit score, par exemple. On a aussi toutes les garanties qu'il fallait au niveau emploi, tout ça. Donc, c'est complètement différent de la situation de quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas quand même trop comparer. Mais ce que je voulais vous dire aussi en parlant du crédit score, j'ai aussi une vidéo qui explique tout sur le crédit score. Si jamais vous vous posez des questions et que vous ne comprenez pas trop ce que c'est ce truc dont tout le monde parle pour le logement, je vous mettrai aussi la vidéo dans la barre de description. On continue avec les choses à regarder quand vous choisissez votre quartier à Toronto, c'est la vie de quartier. Alors c'est vrai qu'on a cette image de Toronto qui est une grande ville froide avec plein de buildings, mais en fait dès que vous vous éloignez un peu du centre-ville, et on en parlera plus tard, vous avez plein de petits quartiers. Et chaque quartier en fait a sa vie de quartier, ses événements. Et pour voir en fait si jamais ils sont actifs, je vous conseille de rejoindre les groupes Facebook des quartiers. Moi, je les trouve hyper actifs pendant tous ceux où j'ai été. Les gens partagent en fait quand il y a un événement, quand il y a un nouveau restaurant qui ouvre. Ils partagent aussi, ok, j'ai testé ce café, j'ai bien aimé. Donc, je trouve que ça permet de mieux s'approprier son quartier. Et l'autre chose, c'est de les suivre sur Instagram parce que c'est là qu'ils vont poster tous les événements. Et en fait, chaque quartier a des budgets pour animer son quartier. Donc, ils vont faire en sorte de créer des occasions pour les gens de venir dans leur quartier parce que c'est comme ça aussi qu'ils vont avoir des gens qui vont dépenser de l'argent dans les commerces autour. Donc, pour leur économie, c'est génial. Par exemple, l'année dernière, sur le bord du lac, ils avaient organisé un concert gratuit avec un des... je sais plus son nom. Un des One Direction, je crois. Voilà. Et c'est un événement gratuit. Mais tous les gens qui sont venus autour, ils sont allés dans les cafés autour, ils sont allés manger dans les restaurants autour. Donc pour eux, après, ça a un effet sur l'économie locale qui est assez intéressant. C'est pour ça, en fait, qu'ils investissent autant dessus. Bref, je vais pas vous faire un cours d'économie ici, mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la manière, en fait, que vous allez avoir à distance de voir comment se passe la vie de quartier. Un peu plus tôt, on parlait du transport et quelque chose auquel j'essaierai de faire attention si je devais choisir à nouveau un logement, c'est la possibilité de circuler à pied. Votre expérience à Toronto, elle va être bien meilleure si vous limitez votre temps dans les transports. Parce que, surtout, mais honnêtement, maintenant où il y a des travaux de partout, parce qu'ils sont en train de construire d'autres lignes en fait, de métro, c'est vraiment l'enfer de circuler dans Toronto. Voilà. Je sais qu'il y a des villes qui sont bien pires, mais c'était bien mieux avant, donc on voit vraiment la différence. Et si vous pouvez limiter votre temps de transport, votre expérience à Toronto va être bien meilleure. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous avez déjà un emploi, d'essayer de trouver un logement dans ce quartier-là, ou en tout cas pas trop loin, et idéalement où vous pourriez vous rendre à pied. En plus, ça vous fait économiser sur le transport, donc c'est tout gagnant. Je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit dans la vidéo sur le coût de la vie à Toronto, sachant que le pass pour le mois pour les transports est à 156 $ par mois. Si vous êtes en couple et que chacun doit le payer pour prendre les transports, pour aller travailler, ça vous fait quand même plus de 300 $ que vous pouvez mettre dans votre logement et aller à pied au travail. Voilà, c'est le raisonnement qu'on a eu aussi quand on a choisi ce logement-là, parce que moi je travaille à la maison, mais lui il aurait dû aller au bureau tous les jours, là il peut y aller à pied, et c'est quand même une sacrée économie. Même si vous prenez les transports de temps en temps, ça sera toujours plus économique. Juste avant, je vous parlais des groupes Facebook par quartier, je vous parlais de voir à quel point c'était animé, mais en fait c'est aussi une opportunité pour vous de poser des questions à des gens qui vivent sur place et qui du coup pourront vous donner leur ressenti. Les deux conseils que je vais vous donner par contre pour les groupes Facebook, c'est vraiment de poser des questions précises si vous voulez avoir des bonnes réponses. Et la deuxième chose, c'est de faire des recherches dans le groupe pour voir les sujets qui ont déjà été traités parce que des fois, vous avez des sujets qui ont été traités la semaine d'avant
Et les gens sont un petit peu énervés si jamais vous reposez les mêmes questions 50 fois. Voilà, juste le petit conseil, après avoir vu des tonnes et des tonnes de messages dans tous les groupes Facebook que je suis. Donc voilà, c'est des petits conseils que je vous donne, mais par contre, c'est une très très bonne ressource. Alors, on rentre encore plus dans le vif du sujet et je vais vous montrer comment Toronto est découpé. Le centre-ville de Toronto, Downtown Toronto. Vous avez West End, North End, East End, Etobicoke, East York, North York, Scarborough et York. Ça, c'est la grosse découpe large, on va dire, mais que en fait, la ville de Toronto reconnaît 158 quartiers. D'ailleurs, je vous mettrai plusieurs liens ressources que j'ai utilisés pour cette vidéo, comme ça, si vous voulez faire plus de recherches, ça vous donnera déjà quelques bases. Alors évidemment, on ne va pas passer tous les quartiers en revue, sinon cette vidéo va durer 3 heures. Mais je vais vous partager ce que j'en pense selon mes recherches et mon expérience et comment je classerai chaque quartier. Alors, on va d'abord commencer par les quartiers dits famille parce que c'est la question que je reçois le plus souvent et ce que je comprends parce que c'est complètement différent de déménager seul et d'arriver avec sa valise et se dire c'est pas grave, on peut s'adapter. Arriver avec sa famille, c'est beaucoup plus stressant, donc je comprends tout à fait et on va commencer par ça. Le quartier de High Park, le quartier de Davisville, le quartier de Beaches, que j'ai probablement mal prononcé, donc les anglophones qui regarderont cette vidéo pourront rigoler. Vous avez aussi Mimico, vous avez Riverdale, vous avez Danforth, vous avez Rosedale, qui est très très cher, mais des maisons magnifiques. Même si vous n'allez pas y habiter, allez-y faire un tour, c'est très très beau. Vous avez North York, Cabbagetown, The Junction, Leslieville. Ça, c'est les quartiers que je considérais plus comme famille. Alors, la liste, elle n'est pas exhaustive, il y en a encore que j'aurais pu rajouter. C'est juste que je me suis aussi limitée aux quartiers que je connais, où j'ai déjà visité et où j'ai un peu une idée en fait de comment ça se passe. Parce que il y a des quartiers, en fait, quand je regardais la liste, je me suis dit, mais j'arrive pas à identifier vraiment où c'est, ou j'y suis jamais allée et du coup, je connais pas trop l'ambiance là-bas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est des suggestions, mais c'est pas une liste complète. Ensuite, vous avez les quartiers qui sont un peu plus dynamiques, qui sont plus animés, où vous retrouverez plus de restaurants, vous retrouverez des boîtes de nuit, donc c'est vraiment beaucoup plus animé. Et on va commencer par le premier, King West. J'ai habité là-bas pendant 1 an et vraiment, j'étais à King et Bathurst. Donc Bathurst, c'est un peu la fin de la partie soirée. Et c'est vrai que c'était quand même très 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 animé. Comme j'étais à la fin, c'était pas trop trop bruyant, mais si vous êtes en plein milieu, ça peut être assez bruyant. Et tous les samedis soirs, c'était la fête de partout, il y avait du monde partout, j'ai vu des gens par terre, ivres. C'était assez intéressant, je dirais, d'y passer le soir. Mais c'est vrai que voilà, c'est un quartier qui est très très animé, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, évidemment, là, vous n'allez pas vous ennuyer. Ensuite, quelques rues plus haut, vous avez Queen West, qui est aussi plein de restaurants et qui est animé. Vous avez Yorkville, vous avez The Financial District, parce qu'il y a aussi beaucoup de restaurants. Little Italy, Little Portugal, où il y a beaucoup de gens qui sortent, il y a beaucoup de bars. Kensington Market, pareil, qui a aussi beaucoup de bars. Et Ossington, c'est un endroit où il y a pas mal de restos assez cool. Il y a aussi, moi j'aime vraiment beaucoup cet endroit-là et c'est beaucoup d'indépendants en fait. Vous n'avez pas de grosses chaînes, donc ça c'est assez cool. Et c'est un quartier qui est bien dynamique. Ensuite, on passe au quartier que j'ai appelé dynamique, mais pas animé comme ceux d'avant. Voilà. C'est juste pas le même niveau. Ils sont toujours animés parce que c'est près de tout. Il y a toujours quelque chose qui se passe, mais c'est pas la fête comme ceux que je vous ai nommés avant. Vous avez Distillery District, vous avez St. Lawrence Market, vous avez Church et Wesley. Church et Wesley qui est le quartier gay. J'ai habité là-bas pendant 4 ans et demi. Vraiment cool comme quartier aussi. C'est là où vous avez le défilé pour Pride aussi. J'ai habité en plein milieu. C'était vraiment un endroit festif et c'est aussi un endroit, si jamais vous faites partie de la communauté LGBTQ+, qui est vraiment accueillant et que je vous recommanderais même d'ailleurs pour aller passer une soirée, même si vous n'y habitez pas. Il y a plein de bars, enfin c'était toujours, quand j'ai marché le soir, c'était toujours animé, donc j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, vous avez Harbourfront qui est au bord du lac, vous avez King East aussi qui est très sympa. Vous avez Liberty Village. Liberty Village, je vous y ai emmené dans un vlog il y a quelques semaines, où c'était en fin d'année. En fin d'année, c'est vraiment genre une ville dans une ville parce que si vous vivez là-bas, vous n'avez pas besoin d'aller où que ce soit. Parce que vous avez les supermarchés, vous avez des cafés, il y avait des entreprises là-bas et tout ça. Donc en fait, les gens qui habitent là-bas, généralement, n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Après, c'est un coin hyper sympa qui est près du lac et où il y a pas mal de choses qui se développent. Donc c'est aussi un quartier à considérer.
Et le dernier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Young Eglinton. Young Eglinton qui est en travaux depuis franchement 8 ans je pense, mais qui commence à sortir tout doucement la tête de l'eau, qui a beaucoup de choses à faire et qui est hyper accessible aussi parce que en fait vous avez le métro à cet endroit-là et vous pouvez arriver en quelques, allez, j'ai envie de dire 20-25 minutes peut-être en centre-ville à Union Station. Donc c'est aussi un très très bon emplacement. Je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport à Toronto, c'est que comme je vous le disais plus tôt, on décrit souvent Toronto comme une ville froide, plein de grands buildings. Alors oui, c'est le cas et surtout si vous venez l'hiver parce que la ville elle est un peu en train de se recharger et dormir parce que voilà, c'est la saison basse on va dire. C'est vrai que ça peut aussi renvoyer cette image quand on visite seulement le centre-ville, mais je veux vraiment vous encourager, si jamais cet aspect-là ne vous plaît pas, à sortir du centre-ville. Parce que on a vraiment l'impression que c'est deux villes différentes. Il y a des bâtiments qui sont beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus authentique, vous avez plus de boutiques indépendantes, vous avez plus de parcs, vous avez plus de verdure. Et c'est vrai que moi qui habite dans le centre-ville maintenant depuis 2018, oui, parce que oui, donc, ah oui, ça commence à faire quand même, hein. Mais même plus que ça en fait. Non, avril 2017, j'ai emménagé à King et Bathurst. Donc oui, donc ça fait vraiment longtemps, ça fait 7 ans en centre-ville. Oh, pour la fille de la campagne que je suis, c'est ah wow. Mais bon, moi, petite parenthèse, mais c'était une des conditions en fait quand je suis revenue avec mon deuxième TVT, je voulais vraiment être en centre-ville pour avoir accès à plein de choses et pouvoir aussi développer ma vie sociale. Je trouvais que c'était plus simple en étant en centre-ville. Si jamais j'étais invitée en dernière minute de rejoindre des gens que si, voilà, si j'étais plus loin, c'était un peu plus compliqué. Et au final, en fait, comme je travaille en centre-ville, j'économisais mon transport puisque je marchais. Donc voilà, c'est pas le sujet, donc je ferme la parenthèse. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, même moi, quand je sors du centre-ville, parce que c'est là où je passe la majorité de mon temps, vous le voyez dans mes stories sur Instagram, en face de moi, et là, derrière l'appareil quand je filme, c'est que des buildings autour de moi. Mais dès que vous sortez du centre-ville, vous avez l'impression d'être dans une autre ville parce que c'est vraiment un style complètement différent. Et c'est vrai que mon copain qui, lui, a grandi à Toronto, quand on va dans ces quartiers-là et que je lui dis que j'ai l'impression de plus être à Toronto, lui, il me dit que c'est en fait le Toronto que lui, il a connu et qu'en fait, il reconnaît le Toronto là où lui, il a grandi. Donc, c'est intéressant de voir en fait que les gens qui ont grandi ici, si vous leur parlez de Toronto, ils ne vont pas vous parler des grandes tours, ils vont vous parler de tous ces quartiers-là qui sont beaucoup plus authentiques. Et une chose aussi que je n'ai pas mentionnée et que je vous invite à regarder, c'est qu'en fait, chaque quartier a aussi son identité. Donc, vous allez avoir par exemple Little Italy, Little Portugal, Greek Town, vous avez Little Jamaica, vous avez Little Poland. Est-ce que c'est comme ça qu'ils l'appellent? Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Vous avez Koreatown, Chinatown. Donc vous avez tous ces endroits aussi où il y a vraiment des communautés qui se sont créées parce qu'ils ont déménagé là il y a 40 ans et que à l'époque la ville elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, les gens sont arrivés, se sont installés, se sont regroupés par communauté et tous ces quartiers-là aussi apportent un côté beaucoup plus authentique. Et c'est pour ça qu'on parle de Toronto comme une ville multiculturelle, parce que vous avez tous ces quartiers-là qui sont représentés. Ensuite, la dernière chose que j'avais notée à vous partager avant de clôturer cette vidéo, c'est que le seul coin que j'éviterai, c'est autour de Dundas et Jarvis, et Dundas Parliament, Dundas Sherbourne. C'est un endroit où il y a beaucoup de centres de réhab, en fait, donc de centres de réhabilitation. Alors, c'est toujours des sujets qui sont difficiles à aborder en vidéo, mais disons que c'est pas le coin le plus sexy de la ville. C'est pas forcément des gens méchants, c'est parfois des gens qui vivent des choses compliquées dans leur vie et ça peut être un petit peu intimidant de se retrouver dans ces quartiers-là. Donc, c'est les seuls quartiers que j'éviterai. C'est souvent une question qu'on me pose en me disant est-ce qu'il y a des quartiers qu'il faut éviter à Toronto? Et sinon, à part ça, honnêtement, tous les quartiers sont à peu près au même niveau. Donc, je vous dirais que si vous évitez ce coin-là, il y a sûrement des gens dans les commentaires qui vont me dire qu'ils vivent là-bas et que ça se passe très bien. C'est juste que d'après les retours en fait avec l'expérience, c'est pas forcément la meilleure expérience si vous arrivez là-bas à Toronto et ça risque de vous dégoûter un petit peu parce que vous aurez cette image-là de la ville alors qu'en fait c'est seulement un quartier et que le reste de la ville n'est pas du tout comme ça. Voilà, j'espère que ça clarifie un petit peu ce sujet-là de quel quartier il faut éviter à Toronto. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux appréhender votre vie à Toronto.
Honnêtement, c'est assez difficile, comme je vous disais, comme vidéo à faire parce qu'on a tous des envies différentes et une vision différente de ce qu'on veut pour notre logement et pour notre quartier. Je vous mettrai, comme je vous disais, en barre de description des liens ressources que j'ai utilisés pour faire cette vidéo et qui pourront vous aider pour faire de plus amples recherches. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Puis ça me fait toujours plaisir de vous compter parmi nous. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre sur Instagram. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.